Dossier numéro 4, alors c'est un dossier très transversal qui mélange œil rouge et ou douloureux, spondylarthrite ankylosante dans le cadre d'une uvéite antérieure. Paco B, 33 ans, vient vous voir aux urgences pour un œil rouge et douloureux depuis 2 jours. Regroupé en les classant les causes d'œil rouge et douloureux. En gros, pour répondre à cette question, il faut connaître œil rouge douloureux, c'est juste un tableau, c'est très simple. Je vais vous montrer la réponse de la question 1 sous forme de tableau synthétique de tout ce qui est œil rouge et ou douloureux. Il faut partir de l'œil rouge et du moins grave au plus grave. Le moins grave, c'est œil rouge sans baisse d'acuité visuelle ni douleur. Donc c'est juste l'œil rouge. C'est conjonctivite et hémorragie sous-conjonctivale. C'est le moins grave. Après, un peu plus grave, c'est œil rouge sans baisse d'acuité visuelle mais douloureux. C'est épisclérite et sclérite. Sclérite, c'est l'inflammation de la sclère et épisclérite, c'est l'inflammation de l'épisclère. L'épisclère, c'est le feuillet qu'il y a entre la conjonctive et la sclère. Donc l'épisclérite, c'est plus grave qu'une conjonctivite, mais c'est moins grave qu'une sclérite. Et enfin, pour finir, les étiologies les plus graves, c'est œil rouge, douloureux avec baisse d'acuité visuelle. C'est la kératite, l'uvéite antérieure et le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Nous allons donc repasser maintenant à la question numéro 2. Question numéro 2. Énoncez les éléments de l'interrogatoire les plus importants que vous demandez pour orienter le diagnostic et la gravité de ce tableau. Devant un œil rouge et ou douloureux, on va demander déjà à l'interrogatoire les antécédents ophtalmo. Est-ce qu'il y a déjà eu des uvéites? Est-ce qu'il y a déjà eu des traumatismes? Est-ce que le patient a déjà été opéré? Est-ce qu'il y a déjà eu un herpès? Et dans l'histoire de la maladie, on va demander mode d'apparition, type de douleur, port de lentilles et surtout, est-ce qu'il y a un traumatisme récent? Et enfin, en signe de gravité, baisse d'acuité visuelle associée. Il faut savoir que le port de lentilles est un facteur de risque d'avoir des kératites bactériennes, ce qu'on appelle des abcès de cornée. C'est pour ça qu'il faut le demander à l'interrogatoire. Question numéro 3, détaillez l'examen ophtalmologique que vous allez entreprendre avec les éléments que vous recherchez dans cette situation pour avancer dans votre diagnostic. Premier temps de l'examen ophtalmo, on va mesurer l'acuité visuelle de loin et de près avec correction pour aller chercher une baisse d'acuité visuelle. En cas de baisse d'acuité visuelle, on serait dans l'une de ces 3 étiologies qu'on a vues tout à l'heure. Deuxième temps de l'examen, lampe à fente. La lampe à fente, on va étudier la conjonctive, ses annexes, l'examen de la coronée en faisant un test à la fluorescine et rechercher une kératite. Et on regardera la chambre antérieure pour rechercher un effet tyndal, signe d'une uvéite. Troisième temps de l'examen, ophtalmo, on mesurera la tension oculaire à la recherche d'une hypertonie oculaire qu'on pourrait trouver dans un glaucome aigu par fermeture de l'angle. Enfin, pour finir, le 4e temps de l'examen ophtalmologique, le fond de l'œil, n'est pas indispensable dans cette question, car là on est dans œil rouge et ou douloureux, pathologie du segment antérieur. Donc un fond d'œil n'est pas obligatoire, mais à rechercher en cas d'uvéite antérieure. Car le fond d'œil nous permettrait de rechercher une uvéite intermédiaire et postérieure si jamais on a une uvéite antérieure, mais sinon on ne le fait pas systématiquement. Question numéro 4. Si vous retrouviez à l'examen un ulcère cornéen dendritique, quel serait votre diagnostic? Quel traitement serait donc formellement contre-indiqué dans ce cas et pourquoi? J'en avais parlé lors de mon introduction à la conférence numéro 1. Eh bien, une kératite dendritique en forme de dendrite, en forme de gecko, je ne sais pas comment vous prononcez, eh bien, signerait une kératite d'origine herpétique. Et dans ce cas-là, une corticothérapie locale est formellement contre-indiquée car il y a un risque de perforation cornéenne si vous mettez des corticoïdes devant un herpès. Question numéro 5. Finalement, vous vous orientez vers le diagnostic d'uvéite antérieure. Quels sont les signes ophtalmologiques d'une uvéite antérieure que vous pouvez retrouver? Eh bien, on peut retrouver fonctionnellement un œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle. Et à la lampe à fente, on peut retrouver un effet tyndal, un cercle périkératique, des précipités rétrocornéens, un myosis et un hypopion. La présence d'un hypopion peut-elle orienter vers une étiologie d'uvéite? Tout à fait, on peut retrouver un hypopion. Alors l'hypopion, je m'explique ce que c'est un niveau blanc au fond de la cornée, qui est une sédimentation de protéines et de cellules inflammatoires. On retrouve ça notamment dans la maladie de B7. On peut retrouver ça aussi dans la spondylarthrite HLA-B27. Et qu'est-ce que l'effet de Tyndall? Alors l'effet Tyndall, c'est une très bonne réponse et pour ça je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de l'uvéite. Il faut savoir avant tout que l'œil est un organe extraordinaire, non seulement parce qu'il voit, mais c'est un organe extraordinaire, c'est un organe noble, qui est doté d'un pouvoir
dont il est le seul à avoir dans le corps humain. Je vous parle du privilège immunitaire. L'œil, en effet, est un sanctuaire immunologique. C'est-à-dire qu'immunologiquement parlant, l'œil est coupé du reste du corps humain. Il y a ce qu'on appelle une barrière hémato-oculaire, une barrière entre le sang et l'œil, qui fait qu'il n'y a pas de contact immunitaire entre l'œil et le reste du sang. Entre le sang et l'œil, il ne se passe rien, sauf en cas d'uvéite. En cas d'uvéite, on ne sait pas trop pourquoi, il y a une rupture de cette barrière hémato-oculaire et il y aura donc une rupture de ce privilège immunitaire. Et on aura un passage entre le sang et l'œil qui se passera au niveau de l'UV antérieur. L'UV antérieur, je vous rappelle anatomiquement, c'est le corps ciliaire et l'iris. Eh bien, au niveau de l'UV antérieur, on aura un passage de cellules inflammatoires et de protéines qui vont passer du sang dans l'œil par l'UV antérieur. Et c'est ça qu'on appelle l'uvéite antérieure, c'est une inflammation intraoculaire à point de départ de l'UV antérieur. Et on verra donc se balader dans l'œil des cellules inflammatoires et de protéines qui vont flotter comme ça dans l'humeur aqueuse. Et on les verra, si on met la fente lumineuse dans la chambre antérieure, on verra plein de trucs flotter. Et c'est ça qu'on appellera l'effet Tyndall. L'effet Tyndall ressemble, si on veut imager, parce qu'on on aime beaucoup les images, si vous imaginez par exemple un phare la nuit qui illumine le ciel. Eh bien, le phare, dans la nuit, si jamais le ciel est pluvieux ou qu'il y a des nuages, eh bien, au moment où la lumière du phare va passer, vous verrez ces nuages ou cette pluie qui est illuminée par la lumière du phare. Eh bien, c'est ça l'effet Tyndall, c'est très beau en plus. C'est la même chose que si, par exemple, en été, vous fermez vos volets et vous voyez à travers les volets une lumière qui passe à travers les persiennes. Et cette lumière, ce jet de lumière, va illuminer les petites poussières qui flottent dans votre chambre. Eh bien ça, c'est l'effet Tyndall. C'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire qu'à travers un jet lumineux, on verra flotter dans ce jet, en contraste avec le noir autour, ces particules de cellules inflammatoires et de protéines. C'est ce qu'on appelle l'effet Tyndall et c'est magnifique. Eh bien, ces cellules inflammatoires et ces protéines, en plus de faire l'effet Tyndall, elles peuvent se précipiter contre la cornée, au niveau de la face postérieure de la cornée, et provoquer ce qu'on appelle des agrégats de cellules inflammatoires et de protéines qui vont former des taches. Et ces taches-là, on va les appeler les précipités rétrocornéens. Je vais vous les montrer à la fin du dossier. On peut également avoir un hypopion, c'est-à-dire que ces cellules inflammatoires vont sédimenter au fond de la cornée et vont provoquer un niveau blanc. Comme ça, on appelle ça un hypopion. Mais je suis sûr que malgré ces explications, vous avez encore une petite question qui vous trotte au coin de la tête. Oui, pourquoi y a-t-il un myosis ? Alors le myosis, c'est le fait que l'œil, la pupille soit resserrée. Eh bien, on peut avoir un myosis parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des synéchies. Les synéchies sont des adhérences de l'iris contre la coronée ou contre le cristallin, dues à l'humeur aqueuse très inflammatoire. Eh bien, ces synéchies vont faire que l'iris va se coller, en myosis par exemple, il ne pourra plus se dilater à cause de ces adhérences. Voilà l'explication. Alors la question numéro 6. Dans ce dernier cas, donc en cas d'uvéite antérieure, quel bilan complémentaire minimum d'investigation demandez-vous et justifiez ces examens ? Eh bien pour toute uvéite antérieure, il y a un bilan minimal à rechercher, systématique. On demandera une NFS-VSCRP à la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique qui pourrait orienter vers une étiologie générale inflammatoire. On demandera un TPHA-VDRL systématique pour rechercher une syphilis qui est une cause d'uvéite. On demandera une radio de thorax et une intradermoréaction à la tuberculine pour rechercher une sarcoïdose et tuberculose, elle-même très souvent qui donne des uvéites. On fera une sérologie toxoplasmose et maladie de Lyme qui peuvent aussi donner des uvéites. Enzyme de conversion à l'angiotensine pour rechercher la sarcoïdose. Et enfin, recherche de HLA-B27 dans le cas des spondylarthrites ankylosantes. Car en effet, il y a beaucoup de maladies générales qui peuvent donner des uvéites. Et donc devant toute uvéite, il faut faire ce bilan minimum pour rechercher ces étiologies. Quelles sont les autres causes de cercle périkératique ? Alors le cercle périkératique, c'est un anneau rouge, très très rouge, autour de la cornée. Et en fait, il correspond à l'inflammation des corps ciliaires par transparence. On le retrouve dans les 3 causes d'œil rouge douloureux avec baisse acuité visuelle. Kératite, glaucome aigu par fermeture de l'angle et uvéite antérieure. Question numéro 7, et là on bascule
dans la transversalité, la multidisciplinarité, le jeune homme vous décrit des douleurs fessières à bascule. Depuis l'adolescence, plein de douleurs nocturnes lombaires. À quoi pensez-vous et qu'est-ce qu'il faut demander? Eh bien, vous pensez tout de suite à la spondylarthrite ankylosante. Mais là encore, méthodo, il ne faut pas répondre que spondylarthrite ankylosante parce que tout le monde aura répondu spondylarthrite ankylosante. Vous, derrière votre écran, il faut que vous alliez plus loin. Il faut que vous ayez plus de mots-clés pour avoir plus de points, alors que vous savez la même chose que tout le monde. Eh bien, il faut répondre spondylarthrite ankylosante, axiale, de forme axiale, en poussée. Vous voyez, ça c'est le petit plus de Conf+, qui va vous donner plus de points. Alors, on va demander quoi en cas de spondylarthrite ankylosante? Eh bien, un bilan biologique, NFS-CRP. Enfin, il faut savoir que le syndrome inflammatoire est modéré et dans 20% des cas absent. On va rechercher bien sûr l'HLA-B27 positif dans plus de 90% des cas et demander un bilan d'imagerie. D'abord radiologique standard, bassin de face, sacro-iliaque de face qui va nous permettre de classifier la spondylarthrite ankylosante, sacroïlite, déminéralisation, pseudo-élargissement et ankylose. Il y a différents stades de sacroïlite que je ne vais pas détailler car je ne suis pas rhumatologue et loin de là. On demandera un rachis dorso-lombaire à la recherche de syndesmophite, de spondylite de Romanus, radio de thorax et radio des pieds de face, rechercher l'épine calcanéenne. L'IRM du rachis dorsal et lombaire et des sacroiliaques qui sera également très utile, ça amène un apport diagnostique. Question numéro 8, quelles sont les différentes évolutions possibles de cette maladie? Eh bien, à cette question, c'est un peu finalement comme dans toute maladie chronique. Ça peut être des poussées entrecoupées de rémission. Ça peut être une aggravation progressive avec une ankylose, un enraidissement en syphose dorsale. Et il peut y avoir également des complications. Les complications sont nombreuses dans la spondylarthrite ankylosante. Ça peut aller de la complication neurologique, comme fracture du rachis, luxation antérieure de l'atlas, syndrome de la queue de cheval par épidurite, et même compression médulaire. Il peut y avoir également des complications pneumologiques d'ordre insuffisance respiratoire restrictive. On peut avoir des complications cardiovasculaires comme une insuffisance aortique ou des blocs auriculo-ventriculaires, des complications rénales comme de l'amylose, et puis des complications iatrogènes dues aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on utilise beaucoup dans cette maladie. Dans ce cas-là, je ne vais pas vous détailler toutes les complications des AINS, mais il y a neurologiques, digestives, type d'ulcère, hémorragie, cutanéo-muqueux comme le syndrome de l'aïeul, les urticaires, et puis des complications rénales, type insuffisance rénale fonctionnelle, hypercalémie, rétention des membres inférieurs et même hématologique, comme la granulocytose. Là-dessus, j'aimerais bien insister dessus. Et puis ensuite, des interactions médicamenteuses. Voilà pour les complications possibles. Et enfin, dernière question, question numéro 9. Quel traitement pouvez-vous lui proposer pour la spondylarthrite ankylosante? Bon, je ne suis pas rhumatologue, mais enfin, je me suis quand même un petit peu renseigné. Il faut bien penser transversal. D'abord, l'œil. Donc, traitement symptomatique local ophtalmologique, on met des corticoïdes en collyre avec décroissance progressive pour l'uvéite. Et puis ensuite, le traitement de la spondylarthrite qui va être en plusieurs items pour ne rien oublier. Le traitement d'abord symptomatique général avec des AINS comme indométacine, indocide en première intention. Puis en deuxième intention, par exemple, la phénylbutazone. Maintenant, il y a également en traitement symptomatique général les anti-TNF, comme par exemple l'infliximab, le Rémicade, qui sont indiqués si la spondylarthrite est certaine et de forme inflammatoire, où on a des signes actifs à l'IRM ou élévation de la CRP, et une forme active ayant résisté à au moins 3 AINS. Il y a un score ASDAS qui permet d'évaluer l'activité de la maladie. Troisièmement, on peut instituer un traitement de fond comme le méthotrexate, uniquement dans les formes périphériques. Quatrième, le traitement physique à ne pas négliger, c'est très important, il faut bien le rédiger. Gymnastique, rééducation, kiné respiratoire, travail en souplesse, autoposture, position du chat, auto-étirement, lutte contre la syphose et l'ankylose. Et enfin, finalement, le traitement à dimension sociale et psychologique avec une adaptation du poste de travail, reclassement professionnel, prise en charge à 100% et soutien psychologique. Voilà, on en a fini avec les questions œil rouge douloureux, uvéite et spondylarthrite ankylosante. Je vais vous montrer maintenant quelques images d'œil rouge et ou douloureux afin de mieux comprendre tout cela. Œil rouge et ou douloureux en illustration, voici le tableau que je vous ai fait tout à l'heure. Bon, c'est mieux écrit parce que j'écris vraiment comme un cochon. Œil rouge douloureux avec BAV, voilà les 3 causes les plus graves.
œil rouge sans BAV, douloureux et non douloureux. Voilà, ça, ce tableau, il faut vraiment le connaître. Je vous montre maintenant des images de kératite avec des tests à la fluorescéine positive. Vous voyez la fluorescéine qui fixe la cornée ici. C'est une kératite toxique. Là, vous voyez les dendrites. Là encore les dendrites d'herpès. Et même ici, là, une dendrite d'herpès, kératite herpétique. Voilà des uvéites avec des taches blanches à la face postérieure de la cornée qui sont ce qu'on appelle les précipités rétrocornéens, ces agrégats de cellules inflammatoires qui forment ces taches. Il y a ici ce fond blanc, vous pouvez voir, qui est ce qu'on appelle un hypopion. Voilà enfin un effet Tyndall, la fameuse image avec ces petites particules qui flottent, illuminées par la fente lumineuse, alors que quand il n'y a pas d'effet Tyndall, on peut voir que là, la chambre antérieure est dite calme. Et par opposition, là, c'est un effet Tyndall. On voit ça, ça ressemble à ce qu'on voit en haut d'un phare. Mais moi, comme je suis parisien, eh bien, je compare ça surtout à la Tour Eiffel. Les Parisiens ont la chance de pouvoir admirer des effets Tyndall quasiment tous les soirs. Enfin, la chance, non, parce que quand il est nuageux et pluvieux, on peut voir dans le ciel de Paris un effet Tyndall en permanence. On a quand même de la chance. Les uvéites, toujours précipités rétrocornéens avec ces petites taches, ces précipités rétrocornéens. Et voilà, vous voyez au fond une synéchie d'un iris qui est collé au cristallin. Voilà ce qu'on appelle les synéchies irido-cristalliniennes. Là, ce sont des conjonctivites, c'est la partie un peu sale de l'ophtalmologie. Je vous ai dit, en général, nous, on n'a pas de gouttes de sang et on n'a pas de sécrétion organique. Mais ici, on peut voir quand même un chémosis, un œdème de la conjonctive. Là, on a quand même des sécrétions qui s'apparentent à ce qu'on appelle vulgairement des crottes d'œil. Et en retournant la paupière, on peut avoir quelque chose qui même s'apparente à de la gynécologie, avec quelque chose qui ressemble à des leucorrhées, mais enfin, qui n'en sont pas. Elles sont des sécrétions, voilà. Et enfin, je vous montre une image d'hémorragie sous-conjonctivale qui correspond en fait à une nappe de sang sous la conjonctive due à un éclatement d'un vaisseau. Ça n'a aucune gravité, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas d'hypertension artérielle qui explique cet éclatement de vaisseau et vérifier que le patient peut avoir pris aussi des antiagrégants qui peut expliquer ça. Ça donne un œil rouge douloureux, sans baisse d'acuité non douloureux, sans baisse d'acuité visuelle. Je vous remercie.